En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public qui coûte au total 3,7 milliards d'euros par an. Mais ce n'est pas suffisant. Et parce que ce n'est pas suffisant, le gouvernement envisage d'étendre la redevance à tous, y compris ceux qui n'écoutent pas Radio France, y compris ceux qui n'ont pas de télé. Et à tout cela, il faut ajouter encore le financement par les contribuables de 400 millions d'euros pour la presse classique, pour la presse mainstream, sans compter les aides postales, sans compter les aides fiscales, sans compter les petits arrangements. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. L'année 2018 aura été l'année de toutes les censures. La présidente de France Télévisions continue de discriminer ouvertement les professionnels en raison de leur âge, de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur orientation sexuelle. Le service public établit les listes noires des personnalités par centaines qui sont interdites d'antenne. Le dernier exemple en date étant Éric Zemmour, boycotté en raison d'un livre qui est numéro 1 des ventes. Avec notre argent, la presse partisane crache sur tout ce qui ne représente pas le prétendu camp des progressistes. La propagande se déverse, les médias fake news, les médias mensongers nous submergent. Partout, le sectarisme s'impose. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. TVL, ce sont des milliers d'intellectuels et de responsables associatifs et culturels qui s'expriment en toute liberté. Ce sont des dizaines d'émissions, un nouveau site, un fil d'actualité en continu, la création de films documentaires et la bourse aux jeunes talents. TVL, c'est l'assurance d'entendre le camp des défenseurs de l'esprit français et de suivre les élections européennes en France, sans filtre. TV Liberté est un projet audiovisuel ambitieux. Il contourne la censure, il fait reculer les menteurs et il fait avancer la liberté d'expression. Grâce à vous, TVL avance et vous libère des chaînes qui cherchent à emprisonner les Français. Le terrorisme intellectuel recule en Pologne, en Autriche, en Hongrie et aussi en Italie. Les peuples refusent de se soumettre aux diktats, aux injonctions médiatiques comme ce fut le cas au Brésil. Partout, ils redeviennent maîtres chez eux. Demain, en France aussi, sans publicité, sans subvention, c'est bien sûr sur vous et rien que sur vous que nous comptons pour exister. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Je reçois aujourd'hui pour une émission spéciale mon complice Andrei Possokov, avec qui nous allons tenter de faire un bilan de ce qu'ont été les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, et ce, depuis 4 ans. Elles se sont terminées avec la commémoration de l'armistice du 11 novembre, et il y a effectivement beaucoup à dire à ce sujet. Il y a beaucoup à dire aussi sur les interprétations successives du conflit, sur la place qu'il tient dans la mémoire nationale, et sur les attitudes ou les réactions du pouvoir politique par rapport à ces commémorations. Mais avant d'en venir à ce sujet proprement dit, je voudrais profiter du fait que nous abordons cette question de la Première Guerre mondiale pour vous présenter l'ouvrage qu'a édité notre ami Jean-Pierre Thurberg, consacré aux 300 jours de Verdun. Il s'agit en fait d'une réédition
réédition d'une édition de luxe, reliée cuir, dont il reste un certain nombre d'exemplaires et qu'il est encore possible donc de se procurer. C'est un ouvrage qui a marqué la commémoration de Verdun en 2016, puisqu'il a rencontré un succès commercial tout à fait considérable et qu'il a été reconnu par la critique comme un monument éditorial du fait de la qualité de son contenu, de l'esprit qui a animé ses rédacteurs et aussi du fait d'une iconographie tout à fait exceptionnelle réunie grâce à la collaboration du service historique de la Défense de Vincennes où le partenaire de cette édition était le colonel Porte et puis également la coopération du mémorial de Fleury à côté de Verdun où là c'est le colonel Pierson qui a été notre interlocuteur pour la réalisation de cet ouvrage. Cet ouvrage, pour en résumer l'esprit, je vous lirai simplement quelques lignes écrites à ce propos par son éditeur, Jean-Pierre Thurberg, à qui je rends spécialement hommage, car il a joué un rôle en tant qu'éditeur tout à fait essentiel pour l'histoire et la mémoire de la Première Guerre mondiale, pour avoir édité depuis une quinzaine d'années maintenant, toute une série d'ouvrages, des dizaines d'ouvrages qui étaient tout à fait indispensables au maintien, à l'entretien de cette mémoire de la guerre. Voici ce qu'il nous dit à propos de cette réédition des 300 jours de Verdun. Une galopade obscène sur les tombes des poilus à l'ossuaire de Douaumont, un concert rap programmé en guise de requiem pour les 300 000 morts de la plus terrible bataille de la Grande Guerre, des discours creux d'où sont bannis les mots héroïsme, sacrifice, nation et jusqu'au nom de la France, cette patrie charnelle pour laquelle nos anciens ont versé leur sang dans les tranchées. À l'heure où le souvenir de nos morts est profané ou récupéré à des fins électorales par ceux qui ont le devoir de le célébrer, à l'heure où l'école nie notre identité et dénature notre histoire, devenez vous aussi un passeur de mémoire. Donc voilà le message destiné à ceux qui peuvent être intéressés par ces 300 jours de Verdun. Pour se procurer cet ouvrage, il faut taper www.italique.com, italique comme des italiques au pluriel, ou alors téléphoner directement au 06 07 34 93 98. Ce sera une manière de donner vie de nouveau à cet ouvrage qui a rencontré donc en 2016 un immense succès auprès du public, ce qui témoignait aussi des attentes mémorielles de ce public demeuré attaché à notre histoire et spécialement à l'histoire de ce premier conflit mondial. Mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est le bilan des commémorations justement de 14-18, commémorations qui se sont terminées il y a quelques jours avec les cérémonies donc du 11 novembre, avec le parcours dit d'itinérance mémorielle du président de la République. Alors, Vous avez spécialement étudié, André Possokov, tout ce qui s'est passé depuis 2014 en cette matière, en ce domaine, et vous avez remarqué un certain nombre de choses qu'il est intéressant, évidemment, de commenter. Merci. La première des choses, c'est que le centenaire de la guerre de 14-18, à un moment où l'on pourrait croire que la mémoire de cette guerre horrible, certes en tant que telle, avec des pertes énormes, serait oubliée, effacée, cette mémoire demeure très vive
et surtout a été organisée en premier lieu par une mission centenaire organisée par les pouvoirs publics. Effectivement, il y a une mission du centenaire, c'est un groupement d'intérêt public créé en 2012 avec l'objet préparer et mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. Un portail important a été ouvert sur Internet où l'on a tous les éléments, toutes les références, les dates, le contenu de d'un grand nombre de commémorations, celles que la mission du centenaire met en avant. Donc il y a eu des commémorations des batailles de la guerre de 14-18, et puis cette année, évidemment, la commémoration de 1918, c'est-à-dire c'est l'année de la victoire, mais aussi l'année du 11 novembre de l'armistice. Ce portail tout à fait remarquable montre la volonté générale, la volonté des pouvoirs publics de célébrer cette guerre, de célébrer cette victoire, de célébrer le 11 novembre et la fin des souffrances, aussi bien des soldats que de l'arrière, car les souffrances de l'arrière ont été réelles. Donc il y a eu des projets labellisés, il y a eu une grande collecte de documents qui d'ailleurs est toujours en cours. C'est l'année Clémenceau. Donc Clémenceau est et va être célébré. Il y a eu des commémorations internationales. Vous vous rappelez qu'il y a eu des incidents diplomatiques ou petitement diplomatiques au cours de cet été, puisque les Anglais ont voulu célébrer la victoire d'Arras du 8 août, qui en fait était franco-anglaise, puisqu'il y avait également la première armée, je crois, du général d'Ebenay. Mais il y a eu d'autres commémorations internationales, puisque tous les Commonwealth sont venus à Vimy, les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais sont venus célébrer leur mort. Cela fait partie de ce centenaire. Et puis vous avez eu également l'itinéraire du président de la République, sur lequel nous reviendrons avec des programmes culturels, parce que ce n'est pas simplement historique. Il y a des concerts, il y a des poèmes, il y a des livres. C'est extrêmement riche. Alors moi je distingue la commémoration du bas, le médiatique, qui a été très riche, vraiment très riche, et la commémoration d'en haut, essentiellement marquée par le président de la République. Alors, une remarque, je vais aller tout à fait dans votre sens. Cette commémoration, à certains égards, l'importance qu'elle revêt a quelque chose d'inattendu pour les gens de notre génération. On se souvient du 50e anniversaire de 1914, c'était l'époque de la France du général de Gaulle. De nombreux anciens combattants de 14 étaient toujours vivants. Toujours. Et on pouvait penser, quelques années avant que n'intervienne le carnaval 68 art, que cette guerre, effectivement, allait s'éloigner dans les mémoires. Que petit à petit, c'est la Seconde Guerre mondiale qui allait imprimer de manière durable. Et puis, il s'est produit vers la fin des années 80, ou tournant des années 90, manifestement un regain d'intérêt tout à fait inattendu pour la Première Guerre mondiale, pour le premier conflit mondial. On l'a très bien vu avec la production éditoriale, notamment. D'une manière un peu surprenante, on a vu se multiplier les ouvrages sur la question, on a vu se renforcer l'intérêt localement pour le souvenir de cette guerre, tout cela pour aboutir aux résultats que nous connaissons aujourd'hui, l'ampleur prise par les commémorations. Je rappelle, entre autres, le fameux site Mémoire des Hommes que les armées avaient mis en place pour que les gens puissent retrouver la trace des anciens disparus à la guerre, et puis les autres également. Le succès a été complètement inattendu et tout à fait extraordinaire. Et vous allez nous expliquer ce qu'a été, ce que vous appelez la commémoration par le bas. Là aussi, le succès est tout à fait étonnant. Étonnant, vraiment très surprenant. Personnellement, je ne l'aurais pas cru. Et lorsque je dis du bas, il n'y a rien évidemment de péjoratif. C'est par référence à la France du bas et la France du haut. Cette commémoration du bas est extraordinaire. Elle est générale, multiforme, très centrée sur les collectivités locales, mais des associations extrêmement diverses, des conférences partout. Les hommages aux morts dans les cimetières, des collectes de sources et d'archives.
rien ne démontre plus quelle est la sensibilité des Français par rapport à la guerre de 14-18, chacun ayant plus ou moins en mémoire des gens des hommes qui ont souffert, ils sont morts à la guerre. Ça fait vraiment partie de l'identité nationale, de notre mémoire, quoi qu'en disent certains, puisque dans le livre de Boucheron, pratiquement la seule référence à la période de 14-18, c'est, je crois, un soulèvement en Afrique noire contre la conscription. En Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Voilà. Un soulèvement kanak en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Qui a son importance, à quoi se résume la guerre de 14 pour Patrick Boucheron et ses sbires. Alors, je voudrais donner quelques exemples. L'exposition aux Invalides qui a toujours lieu sur À l'Est, la guerre sans frein, 1918-1923. Des fleurs pour la paix, fleurir une tombe dans la Somme. Nous avons tenir sa ferme pendant la Grande Guerre, c'est Antonia, la dame, c'était Antonia Raymondon à Estivareil. Le mémorial de Verdun, hommage à Maurice Genevoix. Je voudrais simplement citer l'hommage des Bretons à leur mort, qui ont été si nombreux, et qui font, cet hommage parfois se montre très critique. Par rapport aux taux de perte des Bretons beaucoup plus élevés que la moyenne nationale. Qui s'explique aussi parce qu'ils étaient paysans mobilisés dans l'infanterie, qui a été l'arme évidemment la plus touchée par les pertes. Je voudrais citer une commune du Lot, au Montat, où les enfants du Montat ont eu en charge chacun un petit historique personnel de chaque soldat inscrit au monument aux morts. C'est ce que l'on m'a dit mardi dernier. Et je pense que c'est un lien qui est extrêmement intéressant. Tout à fait. Et puis, je voudrais donner l'exemple de Vincennes et de Sucy-en-Brie, où il y a eu beaucoup de conférences. Notamment, je voudrais citer la conférence d'un de mes amis sur une guerre qui était sur une campagne qui était largement oubliée par les Français et qui a pourtant été décisive, qui était la campagne des Balkans, la campagne d'Orient, et qui a été un des éléments de la demande d'armistice allemande, puisqu'elle avait entraîné la chute de la Bulgarie et l'entrée en Autriche-Hongrie. Et il s'en est fait une spécialité. Et il a fait cette conférence à Sucy-en-Brie et à Vincennes. Et le programme de ces deux communes est étonnant, énorme, et avec des intervenants très divers. Et ces exemples pourraient être multipliés. Je ne pense pas que ce soit tout à fait le lieu de dire tout cela, mais c'est toute la France et ce sont les collectivités locales et la nation française a rendu un véritable hommage à la victoire, à l'armée, aux combattants, avec parfois des tendances de sensibilité différentes, mais sans qu'il y ait eu, semble-t-il, je ne le pense pas, une tendance prédominante, ce qui n'est pas le cas pour les autres types de commémorations où l'on a des interventions de notre nature. Il y a eu un large consensus, une large unanimité, effectivement, au niveau de la base, en quelque sorte, pour commémorer cet événement majeur, fondateur du XXe siècle. Alors, ça c'était les commémorations de la base. Oui. Mais il y a aussi les commémorations je vais en parler. D'en haut. Je voudrais également signaler la commémoration médiatique. Puisque nous avons beaucoup d'émissions extrêmement intéressantes, notamment sur MC Découverte, mais il y en a d'autres, avec un historien qui s'appelle Lignière, et qui a pour consultant le colonel Porte. Et je voudrais donner quelques exemples. Mais il y a d'autres auteurs. Par exemple, l'effort de Verdun, Douaumont, Vaux et Souville. Et contrairement à ce que j'ai entendu dans une émission anglo-saxonne, non, Vaux n'est pas tombé en même temps que Douaumont. Vaux est tombé au mois de juin. Début juin. Et Souville a résisté en 17. C'est une remarquable émission, l'effort de Verdun. Il y a eu une émission sur Roland-Garros, l'aviateur. Il y a une émission très intéressante sur cheval de guerre, puisque les animaux en général et les chevaux ont vécu un martyre horrible, puisque rien n'était préparé pour leur souffrance. Et c'est l'histoire d'un cheval, semble-t-il vrai, en pays catalan, qui est parti en 14 et qui est revenu en 18.
Extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Il y a aussi, toujours à RMC Découverte, les armes de la victoire, c'est-à-dire, nous y reviendrons, l'aviation, le 75, le canon 75, la division aérienne, qui était des années en avance, le couple char-avion, et l'influence sur l'armée américaine. Je vais passer vite, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait remarquables. Et je voudrais parler aussi de l'occupation de la Belgique et du nord de la France, qui était une émission qui montrait la dureté de cette occupation, de sa brutalité, et qui explique largement les raisons, en partie, mais largement, de l'exode en 1940. Nous avons eu Verdun ne passeront pas, l'Hartmannswillerkorps, toujours avec RMC Découverte, Verdun aux portes de l'enfer, très compassionnel, les combattants oubliés, les Balkans. J'ai vu également une émission sur la butte de Vauquois. Oui, à l'ouest de Verdun. Là, oui, avec les mines. Ah, c'est ça. La guerre des mines a atteint là, son maximum d'intensité. Tout à fait. En référence également au général Sarrail. Voilà. Qui était, bon. Donc, là, alors il y a aussi des émissions anglo-saxonnes, anglaises en particulier. Je dois me montrer critique parce que, bien qu'elles soient toujours très intéressantes, très filmées, l'armée française tient à peu près la place, je ne dis pas l'armée monégasque, mais à peine plus que l'armée belge. Je voudrais, par exemple, lorsqu'ils disent que Paris sous les bombes, il y a eu une excellente émission sur Paris sous les bombes, lorsqu'ils disent qu'il y a eu une panique lorsqu'il y a eu la grosse Bertha, c'est pas vrai. Il y a eu 200 000, 300 000 Parisiens qui sont partis parce qu'ils avaient les moyens, et les autres ont dit, on reste et on attend. Il n'y a pas eu de panique. L'autre chose, c'est un autre exemple, c'est sur les chars. C'est vrai que ce sont des Anglais et Churchill qui ont inventé les chars, mais des chars extrêmement lourds qui ont eu de grosses difficultés. Qui n'ont pas fait leurs preuves, c'est moins qu'on puisse dire, en 1916 et 17. Alors que les Français, et notamment Louis Renault, puisque c'est Louis Renault qui a eu l'idée du premier char moderne, avec le moteur à l'arrière et la tourelle, et l'émission anglaise disait que les Américains sont arrivés, se sont inspirés de l'exemple anglais de Cambrai. Et pour illustrer cette photo, pour illustrer ce dire, il mettait une photo de Patton devant un char, et c'était le FT-17. Souvenons-vous que si Patton a été effectivement un officier de char en 18, c'était avec des chars FT-17, dont la moitié à peu près de son unité était pilotée par des Français. Donc quand même beaucoup sur le plan médiatique et beaucoup de choses. Je dirais que par contre, les interviews sur les grandes chaînes, on fait appel à des commentateurs très, très orientés, pas toujours, mais souvent très, très orientés. À titre d'exemple, les historiens du CRID et par exemple Offenstadt, qui expliquait que parler de la victoire, tout cela, c'était quelque chose qui n'existait pas. Voilà, bien sûr. Et je l'ai vu plusieurs fois, il a été choisi comme pratiquement référent de la guerre 14-18. Et alors, vous avez évoqué les émissions de télévision, là, et donc effectivement, c'est une bonne surprise. Beaucoup étaient très intéressantes. Il faut dire un mot aussi de la production éditoriale de livres pendant toute cette période 2014-2018, qui a été tout à fait abondante et souvent aussi de très bonne qualité. Alors, je voudrais citer deux livres, parce que, à la lecture de ce que dit le général Bach, il est clair qu'on est passé de la guerre bataille à la guerre, à l'histoire compassion, à l'histoire victimaire, à l'histoire plus générale, qui d'ailleurs est normale, l'histoire économique, l'histoire industrielle, tout cela. Et à un point tel que l'on avait une idée, comme moi-même lorsque j'étais petit, que l'armée française en 18, c'était les malheureux poilus dans la boue qui sortaient baïonnettes au canon sous des tirs, ce que ça a été d'ailleurs à un moment donné, et on ignorait complètement l'état magnifique de l'armée française en 1918, nous y reviendrons. Il y a deux livres que je peux citer, mais vous en avez certainement d'autres à citer. Il y a le livre de Rémi Porte et de
de François Cochet. De François Cochet sur l'armée française, la première Pendant la Première Guerre mondiale, oui. Qui est un livre tout à fait passionnant, très documenté, très technique, mais en même temps très intéressant à lire. Et le livre qui vient de sortir de Michel Goya, Voilà. sur les vainqueurs. Dans le même esprit. Alors, les Français n'ont pas été les seuls vainqueurs de la guerre 14-18, qu'on le dise, mais l'armée française a certainement joué un rôle primordial. Décisif. Nous ne sommes pas les seuls vainqueurs, il faut le dire, on y reviendra. Le rôle des Anglais a été déterminant, notamment au travers du blocus. Et trop décisif et trop souvent oublié, ce rôle de l'armée française en 18, parce qu'on a tendance à penser que l'arrivée des Américains a été la solution et a été porteuse de la victoire, mais au printemps et à l'été 18, c'est l'armée française qui a fait le gros de l'effort, le gros du travail. Oui, effectivement, nous en parlerons tout à l'heure, mais ça a été, l'armée française est allée au secours des Anglais qui ont été enfoncés au printemps. Au printemps 18. Au printemps 18, en Picardie et ensuite en Flandre. Et dans les Flandres. Et puis, on a dégarni, puisqu'on avait envoyé des troupes de réserve. Les Américains n'étaient pas arrivés. Et lorsque les Allemands ont attaqué sur l'Aisne... Le 27 mai 18. Oui, l'insuffisance de réserve a fait que l'armée française, notamment la 6e armée du général Duchesne, a été emportée. On a rétabli. Nous avons rétabli. Et sur l'attaque du 15 juillet... La préparation soigneuse par le général Pétain et tous les généraux d'armée autour ont permis non seulement de complètement museler cette dernière offensive, mais en plus de contre-attaquer avec la 10e armée du général Mangin, qui a été une magnifique réussite, et ça a été le tournant. Le 18 juillet. Et l'armée française, dans cette affaire, c'était pratiquement sur 38 divisions, si je ne me trompe pas, c'était 30 divisions françaises et 4 ou 6 divisions américaines. Donc ça, c'est quand même effectivement très important de le rappeler. Et ces livres remettent en mémoire des vérités sur le rôle de l'armée française. Qui n'avait plus grand-chose à voir en 1918 avec ce qu'elle était en 1914. En 14, sur le plan de la doctrine, de l'état d'esprit, on était toujours dans une vision de la guerre qui était une vision napoléonienne, on va dire de manière générale. En 1918, on a bâti à la faveur de la guerre une véritable armée industrielle, ce qui a été encouragé et conduit entre autres par le général Pétain qui a pris le commandement en chef en mai 1917. La transformation de l'armée française avait commencé avant l'arrivée du général Pétain en mai 17. Mais il l'a systématisé, organisé, finalisé. Et l'armée de fin 17, malgré le souvenir de ce qu'on appelait les mutineries, qui était en fait une grève, a été complètement différente. Et surtout, ça a permis de remonter le moral des hommes, car le gréviste découragé, désespéré presque de 17, avait un moral de vainqueur. Alors les pertes de 18 ont été énormes. Et malgré ces pertes, sentant la victoire possible, avec le matériel, l'organisation, les hommes le ressentaient, c'était devenu des professionnels de la guerre, et ces hommes ont compris qu'on pouvait s'en sortir par le haut, et ils ont tenu, et ils ont attaqué, et cela jusqu'au bout. Et alors évidemment, tout cela a été rendu possible, c'est vrai, par l'arrivée des Américains qui, sur le plan psychologique, pour les Français, a été un élément forcément très, très positif. Alors, si on peut parler effectivement de l'armée française, il faut voir qu'il y a eu des articles de Michel Goya, et dans son livre aussi, le rétablissement de la vérité, c'est que l'armée française était d'un modernisme extraordinaire. Il y avait tout d'abord l'organisation de l'infanterie, une infanterie fatiguée, amoindrie, mais avec... lorsque j'ai fait mon service militaire, l'organisation de la section de la compagnie, c'était celle qui a été créée en 17 et en 18. C'est à peu près la même. Il y avait une artillerie,
extraordinaire. La France a engagé la guerre en 14. La France, l'armée de la Troisième République, a engagé la guerre sans artillerie lourde. Un déficit très lourd. Il a fallu faire venir des canons de marine. Voilà, il y avait, en fait, les Allemands engageaient 2000 pièces lourdes en 1914 et les Français et les Anglais disposaient d'un peu moins de 700. Or, en 1918, l'artillerie française était un modèle et les Allemands en 40 s'en souvenaient. C'est le général Buat qui avait créé une réserve générale d'artillerie tout à fait extraordinaire. Et cette artillerie était largement transportée par camion, ce qui permettait de basculer les feux très rapidement d'un endroit à l'autre. Ça a beaucoup aidé la stratégie de Foch. Et la motorisation de l'armée. L'armée avait 80 000 camions, ce qui permettait une mobilité extraordinaire, alors que les Allemands n'avaient plus que le train. Ce qui était complètement nouveau et avait été initié pour Verdun et pour la Voie sacrée, dans une large mesure par le général Doumenc. Commandant Doumenc. Commandant à l'époque Doumenc, qui a été un peu le père fondateur de la motorisation de cette armée française, étape essentielle de son passage au stade industriel. Alors, autre point, c'est évidemment les chars, nous en avons parlé. Les chars, les FT-17 ont été mis en œuvre assez tardivement, mais ils ont été absolument décisifs. Absolument décisifs. Des chars ancêtres du char moderne et qui sont intervenus en masse, pas simplement en accompagnement. Et puis l'aviation. Nous avions la première aviation, contrairement à ce que j'ai entendu dans les émissions anglo-saxonnes. 3000 avions, mais on ne compte pas dans ces 3000 avions les avions en réserve. Nous sommes passés l'époque des As avec Guynemer, Navarre, etc., à l'époque de la division aérienne. C'est ça. 600 avions qui stoppaient les offensives allemandes. Et il y avait un couple char-avion. Et il y avait un couple char-avion parce qu'il y avait des transmissions par radio. Et nous avons équipé les Américains avec l'artillerie, puisque le Fiou est devenu le long-tom américain, et que ce long-tom américain a servi jusqu'à ça, Michel Goya l'explique largement, mais c'est connu, jusqu'en Corée. Les transmissions ont été fournies aux Alliés. Nous avons équipé les Belges, les Italiens et évidemment les Américains. Alors concernant... la France a été l'arsenal de l'armée américaine qu'il fallait équiper de A à Z, puisque et qui n'était pas entraîné, nous les Anglais et Français, l'armée américaine c'est 70 000 hommes en 1917. Donc l'armée américaine... L'armée américaine est intervenue petitement. Elle est intervenue à Bois-Bello, héroïquement, il y a eu beaucoup de morts. Mais le dernier coup pour faire de Bois-Bello une victoire, c'était l'intervention de l'artillerie française. À Saint-Mihiel, les Allemands étaient en train de se retirer et nous y avons mis les avions et chars et artillerie. Et quant à l'attaque sur Meuse-Argonne, ça a été une catastrophe par, à l'époque, une inexpérience des états-majors américains. L'insuffisance des états-majors. Lorsqu'il est présenté en disant que les Français débordés avaient absolument besoin et que ce sont les Américains qui ont rétabli la situation, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'arrivée des Américains à terme condamnait faisait pencher la balance définitive. Au fur et à mesure que le temps passait, évidemment, la défaite allemande devenait de plus en plus inéluctable. Donc c'est une vérité qu'il faut retenir. C'est l'armée française partout. L'armée française, dit Lormier, sur 850 km, tenait quelque chose comme 500 ou 600 km de front. Les Anglais avaient une soixantaine de divisions, nous avions 100 ou 110. Et les Américains en avaient entre 10 et 20 et pas tout à fait expérimentés. Par contre, il faut souligner, et je ne donne pas dans l'anglomanie par nature, le rôle des Britanniques. Le rôle des Britanniques, car même leur division tenait un front moitié moindre que celui des divisions françaises, cette armée qui avait subi de graves revers en 17 et 18, Passchendaele était un cauchemar, pendant que les Français souffraient sur la Marne, se sont rétablis. Et à la fin, leur niveau opérationnel leur ont permis de franchir la ligne Hindenburg et de libérer le Nord, il faut le dire. Mais je crois que ce qu'il faut signaler sur la contribution anglaise, c'est le blocus. Le blocus a eu un rôle essentiel en affamant les Allemands. L'échelle stratégique globale, oui, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier également Allenby et la Palestine, puisqu'ils ont pris Damas. Voilà. Donc, ce sont des réalités importantes qu'il faut rappeler, que rappellent les livres.
et les émissions dont nous avons parlé. Et maintenant, il faut parler de manière plus nuancée. Des commémorations officielles. Des commémorations du haut. Voilà. Et lorsque je parle du haut, du personnage qui incarne le haut. Nous avions effectivement la bonne idée que le général Darry a louangé dans le Figaro sur l'itinérance mémorielle. Bon, le terme a été critiqué, mais bon. Non, l'idée en elle-même n'était pas mauvaise. Hein. Donc il s'agissait de rendre hommage au poilu, à l'homme, de célébrer l'amitié franco-allemande, ce qui a eu des conséquences. Troisième objectif, faire une propagande mondialiste au Forum de la paix. Voilà. C'est-à-dire qu'on a changé de sujet. Oui. Et la quatrième, c'était de visiter des territoires sinistrés économiquement, la Lorraine en particulier, mais aussi le nord de la France, malheureusement, avec un objectif électoral. Oui, donc c'était quand même très mêlé dès le départ. De nature très différente. Là. Alors au plan de cette itinérance, sur cette itinérance, cette itinérance a été très polluée. Hein, on le voyait bien à la télévision. Chaque fois qu'il apparaissait, les gens l'accrochaient sur un sujet qui était là-haut. Qui n'avait rien à voir avec les commémorations de 14. Et il a été pollué par des polémiques à répétition. Hein. Alors, le forum pour la paix, c'est la politique, nous n'en parlons pas. Je vous dis mon sentiment personnel. Moi, j'ai eu honte. J'ai honte qu'on convoque des chefs d'État quand même honorables, qu'on les mette dans des bus pour les mettre comme des écoliers en rang, sans défilé militaire, alors que les Anglais écartent le défilé militaire, je crois les Américains aussi, et le tout pour leur faire une leçon de morale et de moraline sur la paix, alors qu'elle n'est pas si menacée que ça, et sur le mondialisme et la lèpre nationaliste. Donc on nous a eu droit à des louanges sur la peste mondialiste. Je pense que c'était assez indigne, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'elle est partagée, elle va partagée par tout le monde. Ce discours à la Villette était à entendre, pour moi, mais pour beaucoup de gens, certainement pénible. On peut rappeler l'attitude qui a été adoptée vis-à-vis du représentant de la Serbie. La Serbie qui a été notre fidèle allié pendant cette guerre de 14, ce conflit avait créé des liens extrêmement étroits entre Paris et Belgrade, et le représentant de la Serbie a été très maltraité dans la tribune officielle. Oui, et puis je crois qu'il y a une autre polémique sur le fait que l'on ait affiché le drapeau du Kosovo. Oui, en plus, bien sûr. Et qu'ils ont protesté avec véhémence, que l'on comprend. Qui n'avaient rien à faire là, comme on s'en doute. Hein. Alors, concernant la commémoration, bien, il n'y a pas eu de commémoration, il n'y a pas eu de défilé, il n'y a pas eu de commémoration militaire, c'était affirmé dès le départ. Il s'agissait de faire plaisir à Angela Merkel. Certains ont parlé de capitulation devant Merkel. Or, il faut se souvenir que le 11 novembre, ce n'est pas que le 11 novembre 18, il y a aussi les OPEX. Oui. Et puis c'est le 11 novembre 40 aussi, quand les jeunes étudiants sont allés à l'Arc de Triomphe, malgré les interdictions. Ça a été le premier acte de résistance spontanée à l'époque. Nous connaissons un survivant qui s'appelle André Pertusio. Au fond, de parler du 11 novembre sur l'aspect militaire, c'est parler, je fais cette comparaison le tournoi des 5 nations sans parler rugby. Quoi. Voilà. Alors, il y a quand même d'autres sujets. C'est la victoire. Le journaliste de l'opinion, Merchet, a écrit, mais écoutez, aujourd'hui, qui peut encore sérieusement adhérer au récit patriotique d'antan sur la victoire contre les Boches ? Je dois être tout seul. Oui, ce fut une épouvantable tragédie. Bien sûr, combattre la barbarie allemande, récupérer l'Alsace-Lorraine, un siècle plus tard, la réconciliation franco-allemande est un acquis précieux. Peut-être, mais à l'époque... Bien sûr. Il y a eu victoire. Il y a eu victoire parce que les pertes ont été colossales partout, particulièrement en France. Mais si les Français avaient cédé, la France était occupée et dépecée, comme elle l'a été en 70 et en 40. Et il y aurait eu pillage. Donc les hommes, même s'ils n'y pensaient pas tous les jours dans la boue jusqu'au cou, ils savaient qu'ils défendaient le sol de la patrie, leur terre.
Alors, il s'agissait, comme le dit Michel Goya, qui a beaucoup protesté là-dessus, de défendre l'intégrité du territoire et la liberté. Et il y avait aussi l'idée de défendre la République. Car le patriotisme a été partagé entre ceux qui voulaient défendre la France en priorité, mais ceux qui défendaient la République face à l'Empire et face à Guillaume II. Alors, il y a une polémique également à la faveur de ces commémorations qui était intéressante, c'était la polémique à propos des maréchaux. Alors, sur les maréchaux, nous avons eu droit à des allers-retours et à des palinodies. Bon, il y a eu, autant les généraux de 14 ont été dans l'ensemble pas très bons, c'était ceux nommés sous la Troisième République. Je rappelle, général Saya, Saraï, etc. Depuis le général André, on nommait beaucoup le général André et l'affaire des fiches. Alors c'est l'une des gloires de Joffre d'en avoir viré 150. Et de remettre, et on a vu progresser des gens, des hommes, des officiers qui étaient colonels et devenir des généraux. Parce que les maréchaux, c'est qui? C'est évidemment Gallieni, mais âgé, et puis mort pendant la guerre. Lyautey, qui n'a pas participé à la guerre. Il y a eu Joffre, la première victoire de la Marne. Foch, le commandant interallié. Il y a eu Fayolle, qui commandait le groupe d'armées de réserve. Mounouri, qui avait joué un rôle dans la bataille de la Marne. Franchet d'Espéré pour les Balkans. Et le général Pétain. Mais il y a eu aussi des généraux de très haute qualité, comme Guillaume, comme Mestre, comme Débenay. Gouraud et Mangin. Gouraud, la 4e armée a subi l'assaut le 15 juillet, et ayant obéi aux instructions de Pétain, qui étaient de se replier sur la 2e position, a stoppé net, et a joué un rôle extrêmement important, parce que les Allemands n'ont pas progressé. Et Mangin qui a contre-attaqué. Donc ce sont des hommes de valeur que la réalité de la guerre a permis de mettre en avant. Même Nivelle était passé du grade de colonel à celui, alors les grades n'étaient pas les mêmes à l'époque, mais à celui de chef des armées françaises. C'était un remarquable artilleur, et puis il y en avait d'autres, Buat, R, etc. Alors se posait le problème du général Pétain. Je dis général à dessein parce que bien le problème du maréchal Pétain est un autre problème. Je pense que le général Pétain a été le plus grand de nos chefs militaires de 14-18. Ça peut se discuter parce qu'il y a Foch, parce qu'il y en a d'autres. Mais il est celui qui a forgé l'armée française, nous en avons parlé. Je pense même qu'il prend rang, au plan strictement militaire, parmi nos plus grandes gloires militaires, telles que Turenne, le Grand Condé, tels que le maréchal de Villars, tels que les grands maréchaux de Napoléon. Et c'est vrai que l'on n'avait pas vu une telle cohorte de grands chefs depuis l'époque de Napoléon, et Pétain était le premier, prudent, certes, facilement dans ses propos pessimistes, mais c'est lui qui voulait lancer une attaque en Lorraine en mois de novembre qui aurait certainement apporté beaucoup, et c'est Foch et les anglo-saxons qui l'ont arrêté. Donc il faut rendre hommage, en vérité historique, au général Pétain, et ne pas mélanger deux polémiques complètement différentes. Alors à titre personnel, j'ajoute une chose, c'est que si la Troisième République ne s'était pas acharnée à détruire l'armée française comme elle a fait pendant 20 ans, avec les alliés anglais avec les alliés entre guillemets anglais et américains, il n'y aurait pas eu la défaite de 40, il n'y aurait pas eu le maréchal Pétain. Et il n'en a été que le syndic de cette faillite de la Troisième République, puisque cette magnifique armée, en quelques années, a pratiquement disparu dès les années 20, du fait du pacifisme, de l'antimilitarisme. Des limites budgétaires aussi qui ont été données. Il faut rappeler que, contrairement à ce qui a souvent été dit, le maréchal Pétain, pendant l'entre-deux-guerres, réclamait un effort en faveur de l'aviation et des blindés. On a voulu voir en lui un simple général défensif. Il y a des conférences à l'école de guerre où il est très clair à ce sujet-là, mais en même temps, la France de l'entre-deux-guerres n'avait pas non plus des moyens financiers. Puis comme on avait tout investi, ou presque dans la ligne Maginot... sur laquelle Pétain... dans les années 20, dont Pétain, dans les années 20, avait été un partisan, il faut le dire. Ce qui était tout à fait normal. Il y avait un consensus très large à ce sujet-là, étant donné le volume des pertes subies, étant donné qu'on s'attendait à rejouer une stratégie défensive et d'attente en cas de nouvelle guerre, la ligne Maginot pouvait être une solution. Alors, sur donc cette présentation, la victimisation, elle a continué souvent, mais je trouve qu'on a
moins qu'il y a 10 ou 20 ans sur la victimisation. Et oui, les hommes... je dirais on pouvait craindre pire. Pendant ces commémorations de 2014-2018, on pouvait craindre que l'on nous ressorte l'histoire des malheureux combattants qui montaient au front parce qu'ils avaient le choix entre cela et le peloton d'exécution. Oui. En gros, c'était ça. Hein. Oui, c'est le débat entre contrainte et consentement. Dont d'ailleurs Rémy Porte élimine en un paragraphe en disant, mais en substance, je n'ai pas le paragraphe en tête, mais dans une armée en guerre, il y a forcément consentement d'une manière ou d'une autre, et adhésion, sinon rien ne se passe. C'était le problème un peu de 40 quand même. Et il y a forcément contrainte, et le général Bach rappelle ce qu'ont été les fusillés de 17. Il y a eu... alors les chiffres, 400 ou 500 condamnations à mort, dont 25 exécutés. C'est ça, exactement, c'est la proportion. Tout à fait, oui. Et puis, sur toute la guerre, il y a eu 700 ou 800 exécutions, mais il y avait des désertions. Il y a eu très peu, mais il y a eu des désertions. Il y a eu 640 exécutions, je crois, sur toute la guerre. Il faut rappeler que la guerre de 14, rien que pour la France, c'est 900 tués par jour. Oui. Donc, ça permet de relativiser un petit peu les choses. Et puis, je voudrais dire un mot, d'ailleurs, à ce propos, puisque vous évoquez ce sujet, un hommage au général Bach, qui nous a malheureusement quittés au printemps de l'an dernier, qui a accompli un travail absolument colossal sur ces questions, qui a publié des ouvrages que l'on sait à propos de la justice militaire entre 1914 et 1916, qui avait accumulé une documentation extraordinaire pour 1917, mais qui n'a pas eu le temps, malheureusement, de donner la forme d'un ouvrage de synthèse qui aurait été quasiment définitif sur la question. Parce que la question des mutineries a été bien abordée 50 ans après par Guy Pedroncini dans ses mutineries 17, mais alors lui a travaillé sur les archives et il a exploité de manière parfaite d'ailleurs toutes les archives militaires sur la question, ce qui était déjà beaucoup, ce qui permettait d'avoir des chiffres précis. Le général Bach ensuite lui a travaillé aussi sur les correspondances, sur la censure postale, etc., pour voir au plus près ce qu'étaient les idées, les réactions, les sentiments des intéressés. Et donc on aurait eu là un ouvrage sans doute à peu près définitif sur la question. Il a disparu l'année dernière. Malheureusement, oui. Oui, justement, au sujet du général Bach, il avait à la fin de sa vie, fait 2 articles sur ce sujet de l'histoire et de l'histoire des batailles et de la commémoration. Et concernant la commémoration des batailles, mais peut-être êtes-vous plus à même d'en parler, il a été extrêmement critique, puisque la bataille de la Marne, alors que c'était inscrit dans l'agenda du centenaire, dans la mission centenaire, il dit que en substance, la mission, la célébration de la bataille de la Marne était insignifiante, que l'Hartmann-Willerkopf a été célébré, mais sur l'insistance des collectivités locales alsaciennes et des Länder, c'est-à-dire le Bas-de-Palatinat probablement, on s'est un peu mis comme des coucous dans la célébration des Dominions et des Britanniques en la Vimy-Arras, avec des danses, des lectures de lettres d'enfants, d'enfants et de jeunes gens, à qui l'on a évidemment dit de parler de la paix, des victimes, etc., toujours les mêmes antiennes, de l'amitié franco-allemande, etc. Il indique que la célébration de la bataille ou de la défaite, c'était quand même une défaite, nettement, du chemin des dames, avait fait l'objet d'une commémoration très digne. Mais il y avait eu Verdun l'année précédente, la commémoration de Verdun l'année précédente. Oui, j'oubliais l'essentiel. Le Verdun la commémoration de Verdun a été particulièrement lamentable, au point qu'il suffisait de passer le discours de De Gaulle, qui était si noble. Et je crois que c'est Michel Goya qui dit, dans un silence glaçant, où il a dit ce qu'il fallait dire sur cette bataille à laquelle
malgré toutes les polémiques qu'il y a eu, il a participé, où il a été blessé, ou il a été fait prisonnier à Douaumont. En 1966, donc lors du cinquantenaire. Voilà. Il y avait des photos où on le voit face à des rangées de types en béret. Et devant les Saint-Cyriens de la promotion lieutenant-colonel Drian, à laquelle appartenait le général Bach d'ailleurs. C'est vrai. Mais par contre, Verdun, ça a été particulièrement scandaleux, puisque ça s'est soldé par des courses à travers les tombes. Je ne sais pas ce qu'auraient dit les malheureux, qui, loin d'être des victimes, étaient des combattants courageux, c'était des hommes. Et ils n'allaient pas danser au travers des tombes. Et nous avons échappé au pire avec le fameux concert de rap qui était prévu pour célébrer l'événement. C'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Et d'ailleurs, ce même chanteur de rap est allé chanter au moment du départ de Hollande, lorsque son mandat, son quinquennat s'est terminé. Bon. Donc c'est un échec absolu. Le général Bach n'a pas de mots assez durs pour qualifier ça, mais il n'est pas le seul. Alors pour 1918... il n'y a pas de commémoration de la victoire. Il n'y a pas de commémoration de la victoire. Il n'y a pas de commémoration de la victoire, parce que les seuls qui célébraient quelque chose sont les Britanniques sur la bataille du 8 août, jour de deuil de l'armée allemande. Mais il n'y avait pas que l'armée britannique, il y avait l'armée française, puisqu'il y avait la première armée du général Desbenay. Et qui... alors, les Anglais l'ont célébré, très bien, c'est leur droit le plus strict. On a blâmé Macron de ne pas y être allé, mais surtout, ce qu'il aurait fallu faire, c'est célébrer le véritable tournant, c'est la bataille de la Marne. La bataille de juillet. C'est là où les Allemands ont constaté que c'était fini, ils ne pouvaient plus avancer. La bataille de la Marne, oui, bien sûr. Donc, cela, le général Bach n'a pas pu le dire, mais je pense qu'il faut, de même, en ce qui concerne les Balkans, en ce qui concerne les Balkans, rien n'a été dit, et c'est une révélation pour certains, la suite de conférences ou de films, de voir que l'on s'était battu. Or, les trois armées, anglaises, allemandes et françaises, ont passé leur temps à chercher à faire des percées. La seule percée qui a eu lieu, c'est celle des armées françaises, grecques, anglaises, serbes, surtout serbes, en Macédoine, qui a entraîné la chute. Et là, la percée est allée pratiquement jusqu'en Hongrie. La brigade de cavalerie du Juino-Gambetta, c'est une percée. Et si c'était parti plus tôt, ça n'est pas parti plus tôt à cause des Anglais et de Clémenceau, on aurait pu aller plus loin, malgré les difficultés de logistique. Je pense que ça valait le coup d'être célébré. C'est là une faiblesse certaine. Cette célébration nous ramenait à la Serbie. Or, la Serbie a mauvaise presse par les temps qui courent pour les raisons que l'on sait. Donc, ce vieil allié de la France a été, dans cette affaire, là aussi oublié. Une fois de plus. Une fois de plus. Donc, nous avons parlé du rôle des Américains qu'il faut remettre à sa place. Et un historien qui s'appelle Dominique Lormier a fait un petit livre à ce sujet, où il rappelle les chiffres. Et à mon avis, c'est complètement démonstratif. Même dans certaines émissions, on dit qu'au fond, l'artillerie américaine et l'aviation américaine ont été façonnées par les Français. Enfin, ce sont des choses qu'il faut rappeler. C'est quand même important. Alors que nous avons équipé des armées entières, alors que le Nord était occupé, que la Lorraine était occupée, et on s'est débrouillé avec le Creusot. Concernant un certain nombre d'observations, l'arrière, les émissions en ont beaucoup parlé. Les poilus étaient très chagrinés lorsqu'ils partaient en permission de voir qu'à Paris, on s'amusait. C'est vrai qu'on s'amusait à Paris. Mais ils passaient systématiquement à Paris, puisque tous les trains aboutissaient à Paris. C'est beaucoup moins vrai dans les provinces, où les femmes ont joué un rôle essentiel, repris les exploitations, travaillé dans les usines, étaient infirmières. Rappelons Marie Curie, qui a implanté les rayons X pour soigner les blessures. Et donc l'arrière a été extrêmement digne, dans des conditions aussi souvent très difficiles, mais que ça a eu des conséquences sociologiques. C'est que lorsque les hommes sont revenus, ils n'ont pas retrouvé la place qu'ils avaient avant. Tout à fait. Il y a aussi, il faut parler de l'occupation dans le nord de la France. Donc il y a eu des émissions tout à fait intéressantes sur la dureté de cette la chose qui m'a le plus frappé dans ces émissions,
ça a été que les Allemands exigeaient à un moment que toutes les femmes se passent à la visite médicale des prostituées. Et les commentaires, je ne le répéterai pas ici, pourtant plutôt bien pensants, étaient extrêmement sévères sur cette vengeance sur les femmes, puisqu'il n'y avait plus dans le Nord que les enfants, qui étaient déportés souvent, les vieillards et les femmes. Il y a aussi le problème de l'outre-mer, et sur lesquels il est beaucoup insisté sur la participation indiscutable. Indiscutable, bien sûr. Des tirailleurs. De nos tirailleurs sénégalais. Des tirailleurs sénégalais. Et des tirailleurs sénégalais, qu'il faut rendre un véritable hommage aux tirailleurs maghrébins. Je rappelle que le Douaumont, le 24 octobre 16, a été repris grâce à un bataillon de Djibouti, les Afars et les Issa. Bernard Lugan a bien expliqué, la France n'a pas gagné la Première Guerre mondiale grâce à l'Afrique et aux Africains. Les proportions sont les mêmes, les chiffres, les proportions de pertes sont à peu près les mêmes que les Français, que les Zouaves étaient des Français d'Algérie, que les pertes étaient à peu près identiques. C'était souvent des armées, c'était souvent des unités de métier. Et le régiment d'infanterie coloniale du Maroc qui était constitué par des qui d'ailleurs est intervenu à Douaumont. Bien sûr, qui a participé à la reprise de Douaumont. Et de manière générale, là, les chiffres sont là. C'est 600 000 mobilisés, 80 000 tués pour les troupes venues des colonies, et pour les armées françaises, plus de 8 millions de mobilisés, 1 450 000 tués. Donc une participation à sa place, mais sans plus, et des taux de perte tout à fait comparables aux taux de perte français. Mais il y a eu une chose extrêmement importante. On peut culpabiliser les Français d'aujourd'hui. Ce sont les bataillons de travailleurs. C'est pour ça que l'on a fait venir... Les Anamites, notamment. Alors, on a fait venir les Anamites et les Chinois. Je crois que deux personnages célèbres ont été travailleurs en France pendant la guerre, Chou En-lai et je crois Deng Xiaoping. Et les Anamites. Et puis, évidemment, beaucoup de travailleurs africains et de travailleurs maghrébins, ce qui n'a pas manqué quand même de poser des problèmes dans les relations après, au plan pour des tas de raisons, au plan politique, au plan colonial. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, André Possokov. Nous avons fait là un survol général de ces commémorations. Il y avait matière à réflexion à ce sujet. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent encore se procurer les 300 jours de Verdun, édition de luxe reliée en appelant le 06 07 34 93 98.